Charles Darwin, L'origine des espèces, épisode 24, chapitre 7, Instincts. Les instincts peuvent se comparer aux habitudes, mais ils ont une origine différente. Gradation des instincts, fourmis et pucerons, variabilité des instincts, instincts domestiques, leur origine, instinct naturel du coucou, de l'autruche et des abeilles parasites, fourmis esclavagistes, l'abeille domestique, son instinct constructeur, difficulté de la théorie de la sélection naturelle appliquée aux instincts. Insecte neutre ou stérile. Résumé. Donc ça, c'était le plan du chapitre. J'aurais pu traiter de l'instinct dans les chapitres précédents, mais j'ai pensé qu'il était plus pratique de traiter ce sujet séparément, en particulier parce que l'exemple d'un instinct aussi merveilleux que celui de l'abeille qui fabrique sa ruche a dû venir à l'esprit de nombreux lecteurs, comme une difficulté suffisante pour réfuter toute ma théorie. Je commence par constater pas plus l'intention de rechercher l'origine des facultés mentales que celle de la vie. Nous n'avons en effet à nous occuper que des diversités de l'instinct, et des autres difficultés mentales, et des autres facultés mentales chez les animaux de la même classe. Je n'essayerai pas de définir l'instinct. Il serait aisé de démontrer qu'on comprend ordinairement sous ce terme plusieurs actes intellectuels distincts. Mais chacun sait ce que l'on entend lorsque l'on dit que c'est l'instinct qui pousse le coucou à immigrer et à déposer ses œufs dans les nids d'autres oiseaux. On regarde ordinairement comme instinctif un acte accompli par un animal, surtout lorsqu'il est jeune et sans expérience, ou un acte accompli par beaucoup d'individus de la même manière sans qu'ils sachent en prévoir le but, alors que nous ne pourrions accomplir ce même acte qu'à l'aide de la réflexion et de la pratique. Mais je pourrais démontrer qu'aucun de ces caractères de l'instinct n'est universel, et que, selon l'expression de Pierre Huber, on peut constater fréquemment, même chez les êtres peu élevés dans l'échelle de la nature, l'intervention d'une certaine dose de jugement ou de raison. Chacun admettra que les instincts sont, en ce qui concerne le bien-être de chaque espèce dans ses conditions actuelles d'existence, aussi importants que la conformation physique. Or, il est tout au moins possible que, dans des milieux différents, de légères modifications de l'instinct puissent être avantageuses à une espèce. Il en résulte que, si l'on peut démontrer que les instincts varient si peu que ce soit, il n'y a aucune difficulté à admettre que la sélection naturelle puisse conserver et accumuler constamment les variations de l'instinct, aussi longtemps qu'elles sont profitables aux individus. Telle est selon moi l'origine des instincts les plus merveilleux et les plus compliqués. Il a dû en être des instincts comme des modifications physiques du corps qui, déterminées et augmentées par l'habitude de l'usage, peuvent s'amoindrir et disparaître par le défaut d'usage. Quant aux effets de l'habitude, je leur attribue, dans la plupart des cas, une importance moindre qu'à ceux de la sélection naturelle, de ce que nous pourrions appeler les variations spontanées de l'instinct, c'est-à-dire des variations produites par ces mêmes causes inconnues qui déterminent de légères déviations dans la conformation physique. La sélection naturelle ne peut produire aucun instinct complexe autrement que par l'accumulation lente et graduelle de nombreuses variations légères et cependant avantageuses. Nous devrions donc, comme pour la conformation physique, trouver dans la nature non les degrés transitoires eux-mêmes qui ont abouti à l'instinct complexe actuel, degrés qui ne pourraient se rencontrer que chez les ancêtres directs de chaque espèce, mais quelques vestiges de ces états transitoires dans les lignes collatérales de descendance. Tout au moins devrions-nous pouvoir démontrer la possibilité de transition dans cette sorte. Or, c'est en effet ce que nous pouvons faire. C'est seulement, il ne faut pas l'oublier, en Europe et dans l'Amérique du Nord que les instincts des animaux ont été quelque peu observés. Nous n'avons en outre aucun renseignement sur les instincts des espèces éteintes. J'ai donc été très étonnée de voir que nous pouvions si fréquemment encore découvrir des transitions entre les instincts les plus simples et les plus compliqués. Les instincts peuvent se trouver modifiés par le fait qu'une même espèce a des instincts divers à diverses périodes de son existence, pendant différentes saisons, ou selon les conditions où elle se trouve placée, etc. En pareil cas, la sélection naturelle peut conserver l'un ou l'autre de ces instincts. On rencontre en effet dans la nature des exemples de diversité d'instincts chez une même espèce. Alors, en outre, de même que pour la conformation physique, et d'après ma théorie, l'instinct propre à chaque espèce est utile à cette espèce, et n'a jamais autant que nous pouvons en juger, été donné à une espèce pour l'avantage exclusif d'autres espèces. Parmi les exemples que je connais d'un animal exécutant un acte dans le seul but apparent que cet acte profite à un autre animal, un des plus singuliers est celui des pucerons,
qui cèdent volontairement aux fourmis la liqueur sucrée qu'ils excrètent. Les faits suivants prouvent que cet abandon est bien volontaire. Après avoir enlevé toutes les fourmis qui entouraient une douzaine de pucerons placés sur un plan de rumex, j'empêchai pendant plusieurs heures l'accès de nouvelles fourmis. Au bout de ce temps, convaincu que les pucerons devaient avoir besoin d'excréter, je les examinai à la loupe, puis je cherchai avec un cheveu à les caractériser et à les irriter, comme le font les fourmis, avec leurs antennes, sans qu'aucun d'eux excrétât quoi que ce soit. Je laissai alors arriver une fourmi, qui, à la précipitation de ses mouvements, semblait consciente d'avoir fait une précieuse trouvaille. Elle se mit aussitôt à palper successivement avec ses antennes l'abdomen des différents pucerons. Chacun de ceux-ci, à ce contact, soulevait immédiatement son abdomen et excrétait une goutte limpide de liqueur sucrée que la fourmi absorbait avec avidité. Les pucerons les plus jeunes se comportaient de la même manière. L'acte était donc instinctif, et non le résultat de l'expérience. Mais ce liquide étant très visqueux, il est probable qu'il est avantageux pour les pucerons d'en être débarrassés, et que par conséquent ils n'excrètent pas pour le seul avantage des fourmis. Bien que nous n'ayons aucune preuve qu'un animal exécute un acte quel qu'il soit pour le bien particulier d'un autre animal, chacun cependant s'efforce de profiter des instincts d'autrui, de même que chacun essaie de profiter de la plus faible conformation physique des autres espèces. De même encore, on ne peut pas considérer certains instincts comme absolument parfaits. Mais de plus grands détails sur ce point et sur d'autres points analogues n'étaient pas indispensables. Nous ne nous en occuperons pas ici. Un certain degré de variation dans les instincts à l'état de nature et leur transition par hérédité sont indispensables à l'action de la sélection naturelle. Je devrais donc donner autant d'exemples que possible, mais l'espace me manque. Je dois me contenter d'affirmer que les instincts varient certainement. Ainsi, l'instinct migrateur varie quant à sa direction et à son intensité, et peut même se perdre totalement. Les nids d'oiseaux varient suivant l'emplacement où ils sont construits et suivant la nature et la température du pays habité, mais le plus souvent pour des causes qui ne sont complètement inconnues. Audubon a signalé quelques cas très remarquables de différence entre les nids d'une même espèce habitant le nord et le sud des États-Unis. La crainte d'un ennemi particulier est certainement une faculté instinctive, comme on peut le voir chez les jeunes oiseaux encore dans le nid, bien que l'expérience et la vue de la même crainte chez d'autres animaux tendent à augmenter cet instinct. J'ai démontré ailleurs que les divers animaux habitant les îles désertes n'acquièrent que peu à peu la crainte de l'homme. Nous pouvons observer ce fait en Angleterre même, où tous les gros oiseaux sont beaucoup plus sauvages que les petits, parce que les premiers ont toujours été les plus persécutés. C'est là, certainement, la véritable explication de ce fait, car dans les îles inhabitées, les grands oiseaux ne sont pas plus craintifs que les petits, et la pie, qui est si méfiante en Angleterre, ne l'est pas en Norvège, non plus que la corneille mantelée en Égypte. On pourrait citer de nombreux faits prouvant que les facultés mentales des animaux de la même espèce varient beaucoup à l'état de nature. On a également des exemples d'habitudes étranges qui se présentent occasionnellement chez les animaux sauvages, et qui, si elles étaient avantageuses à l'espèce, pourraient, et grâce à la sélection naturelle, donner naissance à de nouveaux instincts. Je sais combien ces affirmations générales non appuyées par les détails des faits eux-mêmes doivent faire peu d'impression sur l'esprit du lecteur. Je dois malheureusement me contenter de répéter que je n'avance rien, dont je ne possède les preuves absolues. L'examen rapide de quelques cas observés chez les animaux domestiques nous permettra d'établir la possibilité ou même la probabilité de la transmission par hérédité des variations de l'instinct à l'état de nature. Nous pourrons apprécier en même temps le rôle que l'habitude et la sélection des variations accidentelles ont joué dans les modifications qu'ont éprouvées les attitudes mentales de nos animaux domestiques. On pourrait citer un grand nombre de cas curieux et authentiques indiquant diverses nuances de caractère et de goût, ainsi que des habitudes bizarres, en rapport avec certaines dispositions de temps ou de lieu, et devenues héréditaires. Mais examinons les différentes races de chiens. On sait que les jeunes chiens couchants tombent souvent en arrêt et appuient les autres chiens la première fois qu'on les mène à la chasse. J'en ai moi-même observé un exemple très frappant. La faculté de rapporter le gibier est aussi héréditaire à un certain degré, ainsi que la tendance chez le chien du berger à courir autour du troupeau et non à la rencontre des moutons. Je ne vois point en quoi ces actes, que les jeunes chiens sans expérience exécutent tous de la même manière, évidemment avec beaucoup de plaisir et sans en comprendre le but,
car le jeune chien d'arrêt ne peut pas plus savoir qu'il arrête pour aider son maître que le papillon blanc ne sait pourquoi il pond ses œufs sur une feuille de chou. Je ne vois point, dis-je, en quoi ces actes diffèrent essentiellement des vrais instincts. Si nous voyions un jeune loup, non dressé, s'arrêter et demeurer immobile comme une statue dès qu'il évente sa proie, puis s'avancer lentement avec une démarche toute particulière, si nous voyions une autre espèce de loup se mettre à courir autour d'un troupeau de daims, de manière à le conduire vers un point déterminé, nous considérerions, sans aucun doute, ces actes comme instinctifs. Les instincts domestiques, comme on peut les appeler, sont certainement moins stables que les instincts naturels. Ils ont subi en effet l'influence d'une sélection bien moins rigoureuse. Ils ont été transmis pendant une période de bien plus courte durée, et dans des conditions ambiantes bien moins fixes. Les croisements entre diverses races de chiens prouvent à quel degré les instincts, les habitudes ou le caractère acquis en domesticité sont héréditaires et quel singulier mélange en résulte. Ainsi, on sait que le croisement avec un bulldog a influencé pendant plusieurs générations le courage et la ténacité du lévrier. Le croisement avec un lévrier communique à toute une famille de chiens de bergers la tendance à chasser le lièvre. Les instincts domestiques soumis ainsi à l'épreuve du croisement ressemblent aux instincts naturels, qui se confondent aussi d'une manière bizarre et persistent pendant longtemps dans la ligne de descendance. Le Roy, par exemple, parle d'un chien qui avait un loup pour bisaïeul. On ne remarquait plus chez lui qu'une seule trace de sa sauvage parenté. Il ne venait jamais en ligne droite vers son maître lorsque celui-ci l'appelait. On a souvent dit que les instincts domestiques n'étaient que des dispositions devenues héréditaires à la suite d'habitudes imposées et longtemps soutenues. Mais cela n'est pas exact. Personne n'aurait jamais songé, et probablement personne n'y serait jamais parvenu, à apprendre à un pigeon à faire la culbute, acte que j'ai vu exécuté par de jeunes oiseaux qui n'avaient jamais aperçu un pigeon culbutant. Nous pouvons croire qu'un individu a été doué d'une tendance à prendre cette étrange habitude et que, par la sélection continue des meilleurs culbutants de chaque génération successive, cette tendance s'est développée pour en arriver au point où elle en est aujourd'hui. Les culbutants des environs de Glasgow, à ce que m'apprend M. Brent, en sont arrivés à ne pouvoir s'élever de 18 pouces au-dessus du sol sans faire de la culbute. On peut mettre en doute qu'on n'eût jamais songé à dresser les chiens à tomber en arrêt, si un de ces animaux n'avait pas montré naturellement une tendance à le faire. On sait que cette tendance se présente quelquefois naturellement, et j'ai eu moi-même l'occasion de l'observer chez un terrier de race pure. La première tendance à l'arrêt, une fois manifestée, la sélection méthodique, jointe aux effets héréditaires d'un dressage sévère dans chaque génération successive, a dû rapidement compléter l'œuvre. La sélection inconsciente concourt, d'ailleurs, toujours au résultat, car, sans se procurer autrement de l'amélioration de la race, chacun cherche naturellement à se procurer les chiens qui chassent le mieux et qui, par conséquent, tombent le mieux en arrêt. L'habitude peut, d'autre part, avoir suffi dans quelques cas. Il est peu d'animaux plus difficiles à apprivoiser que les jeunes lapins sauvages. Aucun animal, au contraire, ne s'apprivoise plus facilement que le jeune lapin domestique. Or, comme je ne puis supposer que la facilité à apprivoiser les jeunes lapins domestiques ait jamais fait l'objet d'une sélection spéciale, il faut bien attribuer la plus grande partie de cette transformation héréditaire d'un état sauvage excessif à l'extrême opposé, à l'habitude et à une captivité prolongée. Les instincts naturels se perdent à l'état domestique. Certaines races de poules, par exemple, ont perdu l'habitude de couver leurs œufs et refusent même de le faire. Nous sommes si familiarisés avec nos animaux domestiques que nous ne voyons pas à quel point leurs facultés mentales se sont modifiées, et cela d'une manière permanente. On ne peut douter que l'affection pour l'homme soit devenue instinctive chez le chien. Les loups, les chacals, les renards et les diverses espèces félines, même apprivoisées, sont toujours enclins à attaquer les poules, les moutons et les porcs. Cette tendance est incurable chez les chiens, qui ont été emportés très jeunes de pays comme l'Australie et la Terre de Feu, où les sauvages ne possèdent aucune de ces espèces d'animaux domestiques. D'autre part, il est bien rare que nous soyons obligés d'apprendre à nos chiens, même tout jeunes, à ne pas attaquer les moutons, les porcs ou les volailles. Il n'est pas douteux que cela peut quelquefois leur arriver, mais on les corrige, et s'ils continuent, on les détruit. De telle sorte que l'habitude ainsi qu'une certaine sélection ont concouru à civiliser nos chiens par hérédité. D'autre part, l'habitude a entièrement fait perdre aux petits poulets cette terreur du chien et du chat, qui était sans aucun doute primitivement instinctive chez eux. Il en est de même des jeunes faisans élevés en Angleterre par une poule domestique.
Ce n'est pas que les poulets aient perdu toute crainte, mais seulement la crainte des chiens et des chats, car si la poule donne le signal du danger, ils la quittent aussitôt. Les jeunes dindonneaux surtout, et vont chercher un refuge dans les fourrés du voisinage, circonstance dont le but évident est de permettre à la mère de s'envoler, comme cela se voit chez beaucoup d'oiseaux très restes sauvages. Cet instinct conservé par les poules est d'ailleurs inutile à l'état domestique, la poule ayant par défaut d'usage perdu presque toute aptitude au vol. Nous pouvons conclure de là que les animaux réduits en domesticité ont perdu certains instincts naturels et en ont acquis certains autres, tant par l'habitude que par la sélection et l'accumulation qu'a faite l'homme pendant des générations successives de diverses dispositions spéciales et mentales qui ont apparu d'abord sous l'influence de causes et que, dans notre ignorance, nous appelons accidentelles. Dans quelques cas, des habitudes forcées ont seules suffi pour provoquer des modifications mentales devenues héréditaires. Dans d'autres cas, ces habitudes ne sont entrées pour rien dans le résultat, dû alors aux effets de la sélection tant méthodique qu'inconsciente. Mais il est probable que, dans la plupart des cas, les deux causes ont dû agir simultanément. C'est en étudiant quelques cas particuliers que nous parviendrons à comprendre comment, à l'état de nature, la sélection a pu modifier les instincts. Je n'en signalerai ici que 3 parmi ceux que je discuterai dans un prochain ouvrage. L'instinct qui pousse le coucou à pondre ses œufs dans le nid d'autres oiseaux, l'instinct qui pousse certaines fourmis à se procurer des esclaves, et la faculté qu'a l'abeille de construire ses cellules. Tous les naturalistes s'accordent avec raison pour regarder ces 2 derniers instincts comme les plus merveilleux que l'on connaisse.